J'ouvre le second débat de ce Sens Public consacré à l'ambition géopolitique de la Chine. Le temps où elle n'était que l'usine du monde est loin. Son président Xi Jinping se place au centre d'un bloc anti-occidental qui compte de plus en plus de membres. La Chine, nouveau maître du monde, voilà la question que l'on se pose avant d'en débattre. On revient sur cette démonstration de force de la semaine dernière avec Flora Sauvage. Les dirigeants russes, indiens, iraniens et turcs réunis en grande pompe au sommet organisé par le président chinois début septembre. À la tête de la deuxième puissance économique mondiale, Xi Jinping a voulu esquisser les prémices d'un nouvel ordre mondial avec la Chine en son centre, en riposte à la guerre commerciale entamée par Washington. De nouvelles menaces et de nouveaux défis continuent de se multiplier. Le monde est entré dans une nouvelle période de turbulence et de changement et la gouvernance mondiale se trouve à un nouveau tournant. Un nouveau tournant que la Chine a bien l'intention d'occuper pour redessiner l'ordre mondial au détriment de l'Occident. Il est évident que les retraits américains de différentes institutions internationales profitent à la capacité chinoise d'occuper cet espace vacant, pour recentrer les questions internationales sur la Chine et à l'initiative de la Chine. Une hégémonie chinoise sur les pays du Sud global qui inquiète les dirigeants européens. Ce ne sont pas seulement des images anti-occidentales, c'est un défi direct au système international fondé sur des règles. Et ce n'est pas seulement symbolique, la guerre de la Russie en Ukraine est soutenue par l'appui chinois. Ce sont des réalités auxquelles l'Europe doit faire face. Face à la Chine qui montre ses muscles, les pays du vieux continent tentent de parler d'une seule voix. Officiellement, Pékin affirme vouloir ouvrir un nouveau chapitre avec l'Union européenne pour les 50 prochaines années. La Chine peut-elle devenir le maître du monde? On en débat avec Sylvie Berman. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes ancienne ambassadrice de France à Pékin et à Moscou et vous publiez L'ours et le dragon, Russie-Chine, histoire d'une amitié sans limite qui est paru chez Talandier. Valérie Niquet, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de la Chine à la Fondation pour la recherche stratégique et vous publiez chez le même éditeur d'ailleurs, en poche chez Talandier, l'Indo-Pacifique, nouveau centre du monde. Anthony Bélanger, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue Anthony, éditorialiste à France Info TV, spécialiste des questions internationales. Et Jonathan Boucher-Petersen, éditorialiste pour Sens Public. Évidemment, restez à mes côtés. On va commencer peut-être avec un retour en arrière. On a revu les images de cette démonstration de force chinoise de la semaine dernière. Quelles leçons vous en tirez, Sylvie Berman? Comme vous le dites, c'est effectivement une démonstration de puissance et ça fait suite à un certain nombre de rencontres et en particulier la rencontre assez catastrophique de Kananaskis au Canada, du G7 qui avant se présentait comme le directoire du monde et on a vraiment l'impression du pivot vers l'Asie-Pacifique. C'était pas, en même temps, c'est pas anormal qu'il fasse cette commémoration parce que l'occupation japonaise qui a duré plus de 14 ans a été une horreur. C'était proche des crimes nazis, y compris avec l'unité 731 de Harbin où on faisait des vivisections sur les populations. Oui, parce qu'on rappelle que le défilé militaire, c'est à l'occasion des 80e anniversaire de la capitulation du Japon. Donc nous, on célèbre, il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas. Mais clairement, c'était une démonstration de force. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que Kim Jong-un était là. Or, jusqu'à présent, la Chine avait évité d'avoir cet axe des trois pays parce qu'une fois où Poutine était venu à Pékin, on lui avait demandé de ne pas aller directement en Corée du Nord, d'aller à Moscou et de revenir à une autre occasion. Tandis que là, il s'affiche clairement en montrant que il fait ce qu'il veut. C'est pas une alliance. La Chine n'a pas d'alliance. Elle a des cercles d'amis, mais démonstration de puissance. Effectivement. De quand, Valérie Niquet, date cette ambition géopolitique de j'employais, c'est un peu un cliché, mais depuis quand la Chine ne se contente pas d'être ou plus d'être l'usine du monde? Alors en fait, il faut relativiser cette vision-là. Oui. Je ne suis pas du tout certaine que la Chine ait envie de devenir, avec toutes les responsabilités que ça implique, même si elles sont très mal assumées par Donald Trump aujourd'hui, la première puissance dans le monde. Ce que veut la Chine, c'est qu'on lui fiche la paix, pour s'exprimer d'une manière un peu triviale, dans sa région. Donc elle accumule les éléments de puissance qui lui permettent de peser face aux États-Unis, qui sont la seule puissance qui aujourd'hui peuvent l'ennuyer dans ses ambitions régionales, et elle cultive évidemment des liens avec des pays proches idéologiquement, comme la Russie, la Corée du Nord c'est encore autre chose, pour constituer une sorte de front
et de renforcer son image de puissance, c'est très important l'image de puissance, auprès notamment des pays qu'on disait autrefois en développement, on dit aujourd'hui le Sud global, et elle le fait sous toutes les formes. Donc aujourd'hui, c'est l'Organisation de coopération de Shanghai, ça peut être les BRICS ou d'autres institutions, là, le discours est le même et n'est pas nouveau. Mao, déjà, cultivait les liens avec le tiers-monde, le troisième monde, avec le deuxième monde qui était les pays européens, pour justement jouer contre l'unipôle américain ou le duopôle américano-soviétique à l'époque. Donc c'est ce jeu-là que la Chine poursuit et qui n'est pas nouveau encore une fois. Et dernier point très important, c'est qu'évidemment pour Xi Jinping, le message était destiné au reste du monde. Il y a eu toute une fanfare cette semaine, mais enfin ça va se calmer. Mais surtout pour son propre peuple. Aujourd'hui, beaucoup de difficultés en Chine, beaucoup d'interrogations sur l'avenir du système, moins de croissance contrairement à ce qu'on espérait, pas de transformation de la croissance vers beaucoup plus de consommation interne. Et donc là, ce qu'on montre, mais regardez, quand même, le Parti communiste est hyper puissant. C'est nous qui avons remporté la guerre contre le Japon et c'est nous qui pouvons projeter cette image de grande puissance. Anthony Bélanger, est-ce qu'on est tombé, et je rentre dans le on, dans un piège de communication du Parti communiste chinois? Est-ce que finalement, certes, il y avait une démonstration de puissance, mais est-ce que ce pays est aussi puissant qu'on l'a imaginé en voyant ces images? Aussi puissant qu'on peut l'imaginer, c'est 1,4 milliard d'habitants qui produisent à peu près, grosso modo, ce que produit l'Union européenne, c'est-à-dire 20 000 milliards de PIB. C'est impressionnant comme ça, mais enfin, quand vous divisez par le nombre d'habitants, vous obtenez le PIB de la Roumanie. Donc il est encore loin de la coupe aux lèvres. Donc la Chine a encore besoin de se développer. Mais ça reste la deuxième économie du monde, aspirant à devenir la première. Cela dit, moi je suis assez pour, à chaque fois qu'on voit des images comme ça devenues de Chine, de dégonfler la baudruche, parce que c'est quand même pas aux communistes chinois à qui on va apprendre à faire de la propagande. Ils savent faire ça très bien et ils savent ce qui impressionne. Mais si on reprend, qui était Xi Jinping? Par exemple, en fait, un carteron de dictateurs et d'affidés. C'est-à-dire, quand vous regardez l'Union européenne, qui y était, il y avait M. Vučić, c'est-à-dire le président serbe, qui est un comptoir chinois, russo-chinois, on va dire, en coopération. Vous aviez le président slovaque, je crois, slovaque, pas le président, d'ailleurs, le Premier ministre slovaque, M. Fico, qui était le seul représentant de l'Union européenne. Il y avait quand même le Premier ministre indien. Non. Rien. Pas pour le défilé militaire. Pour le défilé militaire. Enfin, c'est très important. Sur le volet commercial et économique. Non. Quand on regarde combien de chefs d'État, et en fait pas les plus fréquentables, étaient au défilé militaire, ils étaient 26. Je rappelle que quelques mois après, au défilé des commémorations des 80 ans du débarquement en France, on était 25. Oui, mais est-ce que le repoussoir, c'était Xi Jinping ou c'était Poutine? Parce que la vraie différence. En fait, la Chine, pas plus que la Russie, pas plus que l'Europe d'ailleurs, ne parvient à convaincre de venir à ce genre plus de son hinterland, ce qui nous entoure. Alors, en 2017, il y avait Laurent Fabius, juste pour rappeler. Oui. Alors, je vais reprendre la main, pardon. Parce qu'on en a parlé la semaine dernière dans la partie actu de l'émission, parce qu'effectivement, ces images de défilé militaire étaient quand même impressionnantes. Moi, j'ai beaucoup entendu chez nos invités l'idée d'une puissance ou d'un empire et de ses vassaux. Est-ce que vous reprenez cette sémantique, Sylvie Berman? Non, je ne pense pas qu'il y ait de vassaux, mais simplement, c'est ce que je disais, il y a un peu ce cercle d'amis, il y a des pays qui sont un peu dépendants effectivement de la Chine parce qu'elle construit des infrastructures, qu'il y a des prêts à rembourser, que la Chine achète des actifs. Donc effectivement, elle est très présente à cet égard, surtout dans les pays africains, mais également en Amérique latine, où d'ailleurs Xi Jinping s'est rendu plus de fois que les 3 derniers présidents américains réunis, alors que c'est supposé être leur arrière-cour. Mais je ne pense pas qu'il s'agisse de vassaux, ni même la Russie. On parle toujours de vassalisation de la Russie, mais à la Russie, elle reste indépendante. Certes, elle a reçu un soutien politique implicite de la Chine, plus effectivement des composants duals, et puis également elle achète du pétrole et du gaz, mais
il n'y a pas de vassalisation. Elle ne peut pas dicter à la Russie ce que la Russie doit faire. On y reviendra aux relations Chine-Russie un peu plus tard dans notre débat. La Chine qui veut montrer l'unité, alors je reprends l'expression des pays du Sud global, notamment contre la guerre commerciale rallumée par Donald Trump. On écoute Xi Jinping, c'était lors du sommet virtuel des BRICS+, il y a 2 jours. Donc les BRICS, on rappelle l'Union Brésil, Russie, Chine, Inde, Afrique du Sud, qui compte maintenant au total une dizaine de pays. Le président chinois. Les relations entre la Chine et la Russie ont résisté à l'épreuve des changements internationaux. Ce sont des relations de bon voisinage, de collaboration stratégique complète et de coopération mutuelle bénéfique pour des résultats gagnant-gagnant entre grandes puissances. Donc les BRICS plus et 11 pays aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est est-ce que c'est un front anti-occidental? Ce qui est sûr, c'est que le discours n'est pas pro-Occident au sens hégémonie américaine du terme et même au sens valeurs communes du terme. Et dans ce sens-là, la Chine notamment, la Russie c'est encore autre chose, apporte à un certain nombre de pays un autre discours et une manière de peser aussi sur l'Occident. C'est-à-dire il vaut mieux avoir plusieurs partenaires, on peut jouer de l'un contre l'autre, plutôt qu'un seul dont on est totalement dépendant. Ça vaut pour la Chine aussi d'ailleurs. Donc en fait, la Chine a lancé et est à l'initiative de beaucoup de ces formats, en tout cas elle les a soutenus, et parce que ces formats servent ses intérêts. Mais ce qui est intéressant, c'est que certains disparaissent complètement. Pendant longtemps, on n'entendait plus parler des BRICS, et puis tout d'un coup, ça ressurgit. On parle beaucoup moins aujourd'hui des routes de la soie, mais ça peut revenir. Et puis là, il y a l'OCS qui arrive, et puis... Donc, peu importe le format, en quelque sorte. Ce qui compte, c'est le discours, et le discours, lui, il est absolument constant. Donc, il n'y a pas du tout de surprise dans le discours chinois. Et évidemment, ce que Pékin a reçu sur un plateau, c'est la stupidité de la politique américaine qui fait que notamment l'Inde, qui n'est pas particulièrement pro-chinoise, la Chine étant un soutien du Pakistan par exemple, il y a eu des conflits récemment, eh bien est allée à Pékin pour bien montrer à Donald Trump et aux États-Unis que bon, il y a d'autres partenaires éventuellement, mais en effet... Et c'était dans le format OCS, justement. Voilà, et l'Inde n'est pas allée assister au défilé militaire. Donc, toute cette mise en scène, il y a à la fois des intérêts communs, surtout dans un discours face à Washington, et surtout aujourd'hui, il y a aussi des intérêts très particuliers. Là, tout le monde a intérêt à se présenter comme ça. Ça ne veut pas dire grand-chose derrière. J'ai une question parce qu'on entend parler d'Occident et en même temps, quand on se pose la question de notre rapport aux États-Unis, on nous explique par ailleurs que l'Occident, ça n'existe plus vraiment. Est-ce que dans le regard des Chinois, il y a une distinction entre Trump, l'Amérique et le marché européen? Parce qu'on au moment de la guerre commerciale, on a aussi dit que l'Europe avait un intérêt à entretenir des liens. Sylvie Berman, mais ça rejoint une question d'un de nos téléspectateurs, Ashraf, qui nous écrit de l'Oise. Est-ce qu'il ne serait pas plus stratégique pour l'Union européenne de travailler avec la Chine plutôt que de rester sur l'opposition idéologique Orient-Occident? Non, mais les Chinois voient très bien. Sylvie Berman répondre. Il y a une grande différence entre la position de Poutine par rapport à l'Europe et celle de Xi Jinping. Poutine considère que les Européens sont une menace, qu'il constituait avec les États-Unis un Occident collectif. Maintenant que Trump se rapproche de lui, il emploie moins ce terme, mais en tout cas, il a une véritable hostilité vis-à-vis des Européens et cherche à déstabiliser l'Europe. En revanche, la Chine a toujours considéré que la communauté européenne et puis l'Union européenne et l'euro étaient un contrepoids face à leur ennemi principal qui était les États-Unis. Donc ils essaient de cultiver la Chine. Ce qui est un peu compliqué, c'est que de toute façon, ce qui est un peu compliqué, c'est que les Européens sont très divisés. Il y a ceux qui sont prêts à coller à Washington parce qu'ils ont très peur de perdre, ce qu'ils ont déjà perdu d'ailleurs, la protection des Américains. Et d'autres sont prêts à envisager un type de relation avec la Chine, mais ce n'est pas facile. L'Union européenne avait défini la Chine à la fois comme partenaire sur des questions comme l'environnement, mais concurrent commercial et rival systémique, ce qui s'appliquerait plutôt aux États-Unis qu'à l'Europe. Enfin, en tout cas, c'est la définition. Mais d'ailleurs, on a eu quelques exemples récents pour bien montrer la différence entre les États-Unis et l'Union européenne face à la Chine. Donald Trump a essayé de demander aux Européens, c'était dans le journal, je crois, avant-hier, dans le Washington Post notamment, d'imposer à la Chine des taux d'intérêt de 100 et 200%, à la Chine et à l'Inde, justement parce qu'elles achetaient du pétrole russe, qu'évidemment, il y a eu une fin de non-recevoir. Et puis, souvenez-vous de ce qu'avait dit Emmanuel Macron
Macron, de retour de Chine, justement, qui nous avait à l'époque un peu choqués, parce que c'était pas vraiment le moment de le dire. C'est pas la première fois que Emmanuel Macron dit des choses hors de tout contexte. Quand il avait expliqué qu'une guerre des États-Unis avec la Chine sur le propos de Taïwan n'était pas forcément notre guerre. Il exprimait là une espèce d'évidence pour beaucoup d'Européens, c'est-à-dire qu'il y a donc un découplage, au moins au sujet de la Chine, ne serait-ce que parce que c'est un de nos tout premiers partenaires économiques et que vous n'avez pas de raison de décoller l'Allemagne, par exemple, de son marché chinois. Donc il n'y a, pour les Européens, il n'y a clairement pas un ennemi chinois, un adversaire peut-être des conventions commerciales alliées. Et ça tombe très bien, c'est ce que l'Europe, qui est un club de commerçants quand même, sait très bien faire. Alors on va voir la liste de ces 11 pays qui forment les BRICS+, Valérie Niquet, parce que si on est dans la logique de la guerre commerciale, on peut y rajouter une notion de guerre monétaire. Est-ce qu'il y a je ne sais pas, c'est une question ouverte, est-ce qu'il y a une ambition de la part de ces pays pour concurrencer le dollar, essayer de faire monter une autre monnaie, au hasard le yuan chinois? Alors il est certain que pouvoir se désengager des risques de pression américaine qui ont un monopole des transactions grâce au dollar, c'est évidemment quelque chose qui peut jouer. Mais les transactions très majoritairement dans le monde restent indiquées, enfin j'ai oublié le terme exact, mais en dollars. Ouais. En revanche, il y a eu un grand changement, mais parce que les Russes se sont trouvés totalement coupés des moyens de transaction internationaux, c'est la Russie, où désormais 40% des échanges entre la Chine et la Russie se font en yuan, enfin en renminbi, en monnaie chinoise. Donc avec la Russie, oui. Tous les autres pays, comme le reste du monde d'ailleurs, la monnaie qui reste celle en qui on a confiance en quelque sorte, c'est le dollar. Mais c'est certain que beaucoup de pays, s'il y avait une alternative, le yuan n'est pas librement convertible, ceci dit. Il reste soumis à un régime qui est très centralisé, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne suis pas sûr que certains des partenaires, notamment l'Inde, verraient d'un très bon œil le yuan prendre de place dans les transactions commerciales. Économiquement, les relations économiques de l'Inde et de la Chine se sont considérablement renforcées. Elles ne pourront que se renforcer avec les droits de douane imposés par Donald Trump. Un mot et ensuite on parle du trio Trump, Xi, Poutine. Ça a l'air très impressionnant comme ça, les échanges entre la Russie et la Chine. En fait, je rappelle encore une fois que la Russie a une économie mineure. C'est-à-dire qu'elle représente à peine l'économie... Enfin, c'est le PIB de l'Espagne. Donc, ils peuvent passer 40% de leur commerce extérieur en renminbi ou en yuan, comme ils veulent. Ça ne change rien à l'équilibre du monde. 85% des échanges mondiaux sont libellés en dollars. Et je peux vous assurer que quand l'Inde achète ou vend quelque chose à la Russie ou à n'importe quel autre pays des BRICS en ce moment, ils ne vont pas s'amuser de le vendre en roupies. Les Russes réclament des dollars, des bons vieux dollars, pour pouvoir ensuite les dépenser au Kazakhstan, en Chine ou ailleurs, en produits dont ils ont tellement besoin pour leur armement. Alors, on en vient maintenant à ce que représente, ce que symbolise ces chefs d'État, Jonathan, au-delà de leurs nombreuses, il y en a beaucoup de différences. Vous pointez des points communs entre Xi Jinping, donc Vladimir Poutine, et Donald Trump. Bon, déjà, comme principe de base, je dis que c'est toujours un exercice imparfait parce que, comme vous le disiez, il y a beaucoup de différences. Mais la première chose qui saute aux yeux, enfin qui moi me saute aux yeux, c'est que ces trois ogres utilisent l'arme de la nostalgie. Donc on connaît évidemment le Make America Great Again de Trump, donc la promesse d'un retour à une forme d'âge d'or des États-Unis. On connaît le projet de son homologue russe de rétablir la puissance de la Grande Russie, que ce soit celle des tsars ou de l'URSS. Et bien dans un registre un peu différent, car le pouvoir chinois considère que le meilleur est devant lui, on peut remarquer que chez Xi Jinping, une tendance à réhabiliter la mémoire de Mao, et même à se mettre en partie dans les pas du grand timonier. C'est un enjeu important. En 50 ans après sa mort, la figure de Mao reste écrasante dans la mémoire collective chinoise. Alors, deuxième remarque, alors là, on se concentre sur Xi Jinping et Vladimir Poutine. Oui, alors ça, c'est le propre des régimes autoritaires, évidemment, mais l'un comme l'autre, on l'a suivi, on fait changer la loi ou la Constitution pour, en gros, rester au pouvoir autant de temps qu'ils le souhaitent, et ça leur fait quand même un point commun avec Donald Trump, même si la démocratie américaine reste un peu plus vivace avec quelques contre-pouvoirs pour l'empêcher. Mais on se souvient des casquettes de Donald Trump qui se projetaient vers la prochaine élection présidentielle alors qu'il n'a pas le droit de s'y présenter. Donc on sent que quand même cette capacité à pouvoir étirer le temps, on l'a vu dans pas mal de circonstances, c'est évidemment un avantage pour les deux leaders qu'on voit à l'écran par rapport à Trump, par rapport aux principaux leaders européens qui, eux, sont dans l'exercice contraint
du mandat présidentiel, dans l'exercice contraint de devoir respecter une temporalité qui est plus réduite pour obtenir des résultats. Et ça m'a amusé, enfin on l'a beaucoup vu, mais lors d'une conversation qui a été captée entre justement le président russe et le président chinois, c'est une conversation à l'occasion de ce sommet, on a eu l'impression d'entendre quasiment des cadres de la Silicon Valley parler de transhumanisme. Il y avait comme quelque chose qui avait sauté, donc sur la capacité, les biotechnologies, la capacité à changer d'organes régulièrement. Donc voilà, on sent que quand même, et c'est vrai pour tous les figures qui revendiquent la puissance, cette idée de pouvoir s'affranchir des règles de la vie, c'est-à-dire la mort, ça sent que c'est une tentation. Ouais, dans ce siècle, on pourra vivre jusqu'à 150 ans. Puis il y a un autre point commun qui est peut-être encore plus évident, c'est cette volonté de puissance qui fait peu de cas des frontières. Oui, il y a évidemment les dessins expansionnistes, chacun dans son giron, chacun dans sa zone d'influence. Ça ne s'embarrasse pas non plus de la volonté des peuples et ça s'appuie sur la puissance militaire, évidemment. Poutine avec l'Ukraine et peut-être au-delà, on le vit très près de chez nous. Xi évidemment avec Taïwan, on a souvent fait le parallèle en disant si on laisse faire en Ukraine, quel message est-ce qu'on envoie aux Chinois? Parfois ça travaille les Américains, mais même les Américains, on a vu Trump avec son objectif affiché d'annexer le Groenland. Bref, pour résumer, ces trois-là s'inscrivent dans une logique de loi du plus fort, ça on l'a compris, font peu de cas des règles du droit international, chacun voulant les redéfinir à sa main dans un rapport plutôt bilatéral. Et évidemment, ils détestent les contre-pouvoirs et ils se moquent du respect des droits de l'homme. Ça fait un peu froid dans le dos, évidemment. Évidemment. Sylvie Bermann, vous publiez donc L'ours et le dragon. Est-ce que l'aigle américain envie parfois l'ours et le dragon ? Oui, je pense que oui. Sur les points communs entre les deux chefs d'État, j'ai un chapitre là-dessus, parce qu'ils ont aussi le même âge, ils ont la même vision du monde, à la fois du passé. On disait du temps de l'Union soviétique que le passé de la Russie était imprévisible. Je pense qu'on peut dire la même chose de la Chine. Et puis la vision d'un futur sans sanctions extraterritoriales, sans leçons données par les Occidentaux. Et puis la gestion du Sud global, c'est-à-dire d'un monde différent du monde occidental. Et Trump, oui, Trump était fasciné par Poutine. Il se trouve que j'étais à Moscou à ce moment-là et que je voyais beaucoup l'ambassadeur américain que Trump appelait très régulièrement pour lui dire qu'il voulait venir à Moscou, qu'il voulait inviter qu'il voulait inviter Vladimir Poutine à Washington. Il n'a pas pu le faire parce que la rencontre d'Helsinki s'est mal passée. On se souvient que Donald Trump avait donné raison à Vladimir Poutine contre ses propres services de sécurité. Donc le Congrès, son administration l'ont empêché de le rencontrer de nouveau en tête-à-tête. Mais on voit bien que son deuxième mandat, eh bien, finalement, il renoue les fils du premier, puisque c'est la première chose qu'il a voulu faire. Donc, effectivement, il est fasciné par les mâles alpha, les hommes puissants, à la tête d'un pays, sans contrainte électorale également, puisqu'on parle toujours de Trump 2028, même si c'est peu probable, mais il n'empêche qu'il y a cette idée. Donc oui, il a cette fascination. Et en fait, il admire aussi Xi Jinping. On l'entend. Là, il a dit qu'il avait regardé le défilé. Voilà, oui, il a aussi... Je voudrais vous entendre sur le temps long, parce que c'est ce que vous évoquiez. À quel point le temps long que s'offrent les dirigeants chinois pèse sur leur stratégie économique, leur stratégie géopolitique. Alors, la stratégie économique de la Chine, en dépit du temps long, n'a pas toujours été d'une efficacité redoutable. Et même aujourd'hui, on voit bien que la Chine se heurte à des limites parce que justement, le régime, l'objectif du système politique et de Xi Jinping, c'est surtout pas de changement qui pourrait bouleverser les fondements du système politique, dont des évolutions économiques qui s'avèrent urgente. La grande force des deux, là, Xi Jinping et Vladimir Poutine, face à Trump, c'est que tout d'un coup, c'est eux. Alors, Poutine est épouvantable, mais leur calme, leur attitude posée, c'est eux qui apparaissent comme raisonnables par rapport à un président américain totalement brouillon qui s'exprime d'une manière à moitié incompréhensible d'ailleurs. Alors, Xi Jinping répète toujours la même chose, les phrases sont les mêmes, les mots les mêmes, ça n'a aucun intérêt, mais il le dit d'un ton très posé. Vladimir Poutine apparaît plus matois et assez habile par rapport à Trump, et donc c'est ça aussi leur puissance et leur force de séduction à l'extérieur aujourd'hui, c'est qu'ils ont face à eux un président américain qui est totalement
incapable, qu'on ne peut pas prendre au sérieux. Oui. Et puis alors, je ne sais pas ce que vous alliez nous dire, Anthony, mais je veux quand même vous entendre sur cette discussion surréaliste dont parlait Jonathan. La pilule d'immortalité. Enfin, c'est le club des autocrates qui rêvent de vie éternelle. C'est une tradition impériale chinoise, la pilule. Alors justement, c'était pile ce que je voulais vous raconter, parce que ça m'a fait beaucoup réfléchir, cette affaire de pilule d'immortalité, de transhumanisme, etc. C'est-à-dire, grosso modo, voilà deux hommes qui ont le même âge, 72 ans, qui voient bien la fin de leur vie arriver, qui trouvent ça très injuste, parce qu'ils sont tellement indispensables à leur pays et tellement indispensables au monde, et que les suivants n'auront ni peut-être leur ambition, ni peut-être leur vision du monde, et qu'ils donc tentent de perpétuer. Ils sont dans le rapport à l'histoire. Mais ce n'est pas les seuls. En fait, vous avez autour de la table du monde une série d'hommes qui, de cette façon, d'hommes uniquement, qui ont effectivement entre 72 et 80 ans, et qui sont en ce moment à la direction du monde, et je dirais que c'est très dangereux. Je pense à Donald Trump, 79 ans. Je pense à Modi, 72 ans. Erdogan, 72 ans. Xi Jinping, 72-73 ans. Poutine, 72 ans. Ces gens-là ont entre les mains peut-être 40 à 50%, même probablement plus, de la population mondiale, ont une vision du monde qui ressemble à leur enfance ou à leur adolescence, et voudraient la perpétuer après eux, une vision impériale du monde. Un moment peut-être plus compréhensible pour eux, ou en tout cas plus une vision du monde un peu simplifiée d'une certaine façon. C'est très dangereux parce que quand on parle des États-Unis, de la Russie ou de la Chine, la guerre fait partie de leur horizon. Ce que nous avons essayé d'effacer depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et peut-être avec l'Union européenne, ou du moins l'ordre mondial, c'est la possibilité d'une guerre. Eux la restaurent, parce qu'ils l'ont connue. Après, je trouve un peu injuste avec les septuagénaires, parce qu'on se serait parlé il y a un an et demi. C'est des boomers. Il y aurait eu Joe Biden, qui n'est pas tellement plus jeune a priori que Donald Trump. Mais il n'y aurait pas eu cette même photo. Il y avait encore une autre conscience de l'histoire. Mettons Joe Biden au compte de ce carteron de vieillard, qui d'ailleurs pose un problème aux États-Unis. Parce que qu'est-ce que c'est Joe Biden au fond? C'est quelqu'un qui n'a pas voulu aider l'Ukraine jusqu'au bout. Qui certes connaissait la grammaire de la Seconde Guerre mondiale. Obama n'a pas voulu bombarder la Syrie. On peut en parler aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment... En tout cas, ça fait réagir. Je suis sûr pas mal de nos téléspectateurs. Je vous rappelle que la moyenne d'âge des téléspectateurs est assez âgée. Donc mais tout va bien. Faites attention à ce que vous dites. Je ne suis pas sûr que François Mitterrand en France n'ait pas voulu aussi attirer autant. Vous vouliez intervenir, Sylvie Berman. Je voulais juste dire une chose. C'est pas le monde de sa jeunesse que regarde Xi Jinping, le monde de sa jeunesse. Et moi, je l'ai connu parce que j'ai été étudiante en Chine. C'est une misère absolue. Et au contraire, il a développé ce qu'il appelle le rêve chinois, c'est de faire sortir les Chinois de la misère. Et de fait, 800 millions de Chinois ont pu sortir de la misère de cette manière. Donc, en fait, il se projette dans l'avenir, au contraire, avec une Chine grande puissance pour réparer un peu l'humiliation du... Jusqu'à l'intelligence artificielle, on a vu des annonces spectaculaires. Et donc, il y a une différence avec Vladimir Poutine sur ce point. Oui, parce que tous ces pays dont on parle, ils sont à la course à la puissance en termes d'intelligence artificielle. Il y a les États et les géants. Et dans le militaire, on est sur un niveau technologique que les Américains n'ont pas atteint. On projette bien, dans le présent, mais aussi dans l'avenir. Que la Chine récupère la première place ou la seconde place en termes d'économie dans le monde, c'est ce qu'elle a toujours eu jusqu'au 19e siècle. Donc elle récupère une puissance... Ça, il faut relativiser. Mais Alors, allez-y, un mot, et ensuite on parle quand même d'un point de faiblesse de la Chine. Mais vous vouliez prendre la parole. Non, mais quand on parle, évidemment, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. La Chine retrouve sa place parce que c'était la première puissance dans le monde jusqu'à l'effondrement des Qing, enfin jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Bon, c'était une économie extrêmement fermée, localisée. Ça me paraît très difficile de comparer, mais là encore, on est dans un discours de propagande, en fait. Le retour au rêve chinois, effectivement, l'idée de redonner, et c'est un discours, encore une fois, qui s'adresse autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est redonner à la Chine sa place légitime, qui est une place de grandeur. Make China great again. Et centrale. Make China great again. Et cette centralité qu'on voyait aussi très bien au sommet de l'OCS, enfin, je trouve, parce qu'on voyait... L'OCS, c'était quoi? L'Organisation de coopération de Shanghai, la grande réunion. Parce que je ne me souvenais plus de l'acronyme. Et donc, en fait, on voyait Xi Jinping, qui était au centre de tous ces gens autour de lui, mais
qui sont quand même aussi, qui viennent de son environnement relativement proche, très peu qui venaient de très loin. Et donc cette idée d'un nouvel empereur au milieu des États barbares qui venaient apporter le tribut. Il y avait quand même un petit peu de ça. Évidemment, c'était l'image qui voulait envoyer et la propagande qui était recherchée par le régime chinois. Comme promis, on fait un focus sur une faiblesse, réelle ou supposée, on va voir, de la Chine. C'est sa consommation d'hydrocarbures. On en parle tout de suite avec Quentin Calmet. Rebonsoir Quentin. La Chine qui consomme l'équivalent de 16 millions de barils de pétrole par jour. Deuxième plus gros consommateur derrière les États-Unis. Comment se fournit-elle ? Eh bien, elle importe principalement ce pétrole. Elle importe ainsi l'équivalent de 12 millions de barils par jour. C'est 40% du pétrole consommé en Chine qui vient du Moyen-Orient, principalement d'Arabie Saoudite, mais aussi d'Irak. La Russie arrive ensuite et représente 20% des importations chinoises. Ça représente quand même une manne, 60 milliards de dollars de pétrole achetés par la Chine à la Russie. Oui, et ces achats de pétrole, ils pèsent lourd dans le budget russe. Voilà, parce que en Russie, 30 à 50% du budget de l'État viennent des revenus de la vente d'hydrocarbures. Depuis que l'Union européenne a pris des sanctions suite à la guerre en Ukraine, la Russie a développé ses routes commerciales vers la Chine, notamment en utilisant une flotte fantôme de vieux tankers dont les propriétaires changent régulièrement derrière des sociétés écrans qui naviguent sans assurance occidentale, un moyen de contourner les sanctions justement européennes. Donc la Chine très dépendante de ses importations d'hydrocarbures, est-ce qu'elle cherche à développer sa production ? Oui, parce que pour l'heure, la Chine ne produit que 4 millions de barils par jour sur les 16 qu'elle consomme. Le pays vient de découvrir par exemple un important gisement de pétrole en mer de Chine méridionale. Le directeur général du grand groupe pétrolier public chinois qui parle de champs pétrolifères de 100 millions de tonnes découverts ces 2 dernières années. Problème, la zone où il se trouve, elle est disputée par plusieurs pays, ce qui tend énormément les relations entre les pays de la zone. D'ailleurs, on a vu des images assez impressionnantes tournées il y a un mois de tensions entre garde-côtes chinois et philippins. Sur ces images qui datent de cet été, on voit 2 navires chinois qui vont même se rentrer dedans, qui vont se heurter en poursuivant un patrouilleur philippin dans la zone. Donc on voit la vive tension en mer méridionale de Chine autour de ces zones disputées par différents pays. Merci beaucoup. La preuve que la propagande chinoise ne maîtrise pas toutes ces images. Merci beaucoup. Filmé côté philippin. Évidemment, c'était filmé côté philippin. Merci beaucoup pour ces informations. Les hydrocarbures, est-ce que vous nous dites que c'est effectivement un talon d'Achille du régime chinois? Sylvie Berman. Oui, mais pas seulement ça. En fait, la Chine n'a pas de ressources naturelles en dehors des terres rares. Et là, elle a effectivement le monopole et il peut en jouer sur le plan géopolitique ou sur le plan commercial, ce qu'elle a fait avec les Japonais et les Américains. Mais pour le reste, elle n'a pas ces ressources naturelles. Donc, elle a besoin d'hydrocarbures, elle a besoin d'importer effectivement. Donc, ce qui vient en provenance de Russie est très important, mais c'est aussi la raison pour laquelle, non seulement elle s'est rapprochée de l'Arabie Saoudite, mais elle avait orchestré une réconciliation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, parce que ce sont ses fournisseurs de pétrole. Est-ce que c'est aussi pour cette raison que la Chine est, alors je vais dire, discrète sur le conflit au Proche-Orient et ne vient pas plus au secours de son allié iranien ? Alors, en même temps, elle ne peut pas venir au secours de son allié iranien, qui a été battu à la fois par Israël et par les États-Unis. Mais ça ne l'empêche pas de continuer d'importer du pétrole d'Iran. C'est ça la limite de la puissance chinoise dont on parlait tout à l'heure, c'est que la Chine, effectivement, n'a absolument pas les moyens d'aider ses partenaires les plus proches. Quasiment tout le pétrole iranien est vendu à la Chine. La Chine est un des pays les plus vulnérables avec les Houthis, par exemple. Elle ne va pas maintenir l'ordre dans l'océan Indien. Et la Russie, pour ça, est importante parce que le pétrole est absolument nécessaire pour faire marcher une armée. Le gaz, elle en a aussi beaucoup besoin, mais le pétrole est absolument vital. Et effectivement, la Russie est non seulement
le deuxième fournisseur de pétrole à la Chine aujourd'hui, mais surtout le premier fournisseur de gaz avec la mise en route de ce pipeline qui a longtemps attendu, mais qui va enfin permettre d'apporter encore plus de gaz de Russie. Alors sur cette volonté chinoise de trouver ou de casser cette dépendance aux hydrocarbures venus de l'étranger, nos confrères des Échos racontent dans leur lettre géostratégique, leur note géostratégique qui s'appelle Machiavel, très intéressante, l'histoire de recherche de pétrole et de gaz par une compagnie chinoise dans les eaux territoriales de Taïwan. Je ne sais pas si vous avez vu passer cet article, Anthony Bélanger, mais ce qui est frappant, c'est ce que racontent nos confrères des Échos, c'est que les dirigeants de Taïwan ont quasiment pas réagi. Mais en fait, rien de ce que fait la Chine, surtout dans son hinterland, dans sa région, n'est autre chose que politique. C'est-à-dire, elle n'espère pas résoudre ses problèmes de dépendance en découvrant des champs de pétrole en Chine de mer du Sud, ni même dans le détroit de Taïwan. Ouais. Elle fait autre chose. Elle signale que ces régions sont à elle, ou ne peuvent être contrôlées que par elle, que les routes commerciales qui passent par là, les siennes qui sont très importantes, n'ont pas vocation à être surveillées par les États-Unis ou une autre puissance, mais que c'est à elle et à elle seule de les sécuriser et surtout de devenir la suzeraine de la région. Donc elle peut chercher tout le pétrole qu'elle veut dans le plus près possible de Taïwan, c'est pas ça qu'elle dit. Elle ne dit pas « je cherche du pétrole », elle dit « je fais ce que je veux de ce que je considère être mon dans interland. » cette zone, même si on est dans les eaux territoriales chinoises. Mais quand même, je repose la question. Moi, je suis un béotien dans l'histoire. Mais pourquoi Taïwan réagit pas pour la Chine, il n'y a pas d'eau territoriale taïwanaise, puisque Taïwan fait partie de la Chine. Oui. Donc récemment, la Chine a d'ailleurs déclaré que le détroit de Taïwan n'était pas en eau internationale, mais faisait partie des eaux chinoises. Ça, c'est côté chinois. Mais côté Taïwan. Alors Taïwan n'a absolument pas l'intention de provoquer ou de surenchérir pour créer des crises supplémentaires avec Pékin qui ne mèneraient nulle part. Donc oui, la Chine, mon point de vue est que la Chine n'attaquera pas Taïwan parce que ce serait une prise de risque. Alors évidemment, on peut dire la Russie l'a fait en Ukraine, mais bon, ça serait une prise de risque considérable pour le système politique en cas de défaite, par exemple. En revanche, elle va compenser cette incapacité à véritablement attaquer Taïwan par une multiplication des pics, des exercices, ce genre de ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui, pour tenter d'affaiblir en quelque sorte, un peu comme... alors, Taïwan n'est pas Gulliver, c'est plutôt le contraire, mais en fait, d'affaiblir Taïwan, si possible, l'opinion publique, ça ne fonctionne pas du tout, pour le moment, de profiter d'un nouveau président qui est peut-être moins populaire que l'ancienne, etc., et donc de multiplier les tensions. L'idéal étant que les Taïwanais se disent pourquoi résister ? Pourquoi ne pas dire tout simplement qu'on est chinois, ça ne mange pas de pain, et puis avoir des relations, notamment avec la Chine, beaucoup plus bénéfiques d'un point de vue commercial ou économique, par exemple. Sylvie Berman, c'est une obsession du président chinois, Taïwan, ou pas ? Non, je pense que c'est une question de principe. C'est-à-dire c'est défini comme un intérêt vital. Donc il ne faut pas toucher à Taïwan. C'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait de provocation américaine. Il ne faut pas que le président taïwanais fasse de déclaration d'indépendance. Et il se réserve le droit, il le rappelle à chaque fois, d'intervenir à Taïwan parce que c'est en fait l'héritage de Mao qui à l'époque n'avait pas les moyens ou pas l'envie de récupérer Taïwan. Donc de secrétaire général en secrétaire général, il se passe cet héritage. Mais on ne sait pas en réalité ce qu'il va faire. Le Sun Tzu, dans l'art de la guerre, disait que la meilleure victoire, c'était le combat qu'on n'avait pas livré. Est-ce qu'il cherchera à étouffer Taïwan ? Est-ce qu'il cherchera un rapprochement très étroit avec Taïwan sur le plan économique, ce qui était le cas à l'époque de Ma Ying-jeou, qui n'était pas un indépendantiste. Ouais. Donc on ne sait pas en réalité. Puis je pense aussi que la Chine, qui est quand même dépendante de ses relations économiques avec le reste du monde, regarde les conséquences de la guerre en Ukraine et des sanctions qui pèsent sur la Russie. Oui, mais alors justement, c'est-à-dire que ce qui se passe en Ukraine ne donne pas à la Chine le sentiment qu'elle pourrait faire la même chose. C'est un peu simpliste ce que je dis, mais volontairement. Elle aurait pu être tentée si la victoire russe sur l'Ukraine avait été très rapide et que personne n'était intervenu. Là, même si la Russie, même si ça se termine d'une manière terrible aussi pour l'Ukraine, on ne sait pas encore comment les choses vont évoluer.
c'est tout de même quelque chose qui a duré plusieurs années, qui est épuisant économiquement. Et la priorité de la Chine, alors c'est Xi Jinping qui le dit, mais je pense que c'est vrai parce que c'est le fondement de la stabilité du système, c'est le développement économique. C'est-à-dire qu'on peut agir sur Taïwan, mais on ne va pas mettre en cause un risque de crise encore plus importante d'un point de vue économique qui serait dramatique pour la survie du régime. Au fond, la bonne solution pour le Parti communiste chinois, ce serait la solution à la hongkongaise. C'est-à-dire... oui, c'est pas la même situation. C'est pas du tout la même situation, je le sais bien. Et c'est pas non plus le même nombre d'habitants, ni c'est pas non plus les mêmes difficultés pour le... Mais l'idée de pouvoir unir économiquement les deux parties du détroit pour finir par phagocyter le Taïwan, ça ne doit pas être totalement absent de l'esprit des dirigeants chinois. Juste une petite chose, pour rappeler quand même la difficulté militaire à laquelle on a affaire. Quand en 1944, il avait fallu débarquer en Normandie, ça s'était fait à 2 jours près, ça avait été très compliqué, ça avait nécessité 3000 embarcations. Et ça avait failli rater. Or, il y a une trentaine de kilomètres, en fait, entre la Grande-Bretagne et la France. Là, vous avez un détroit qui fait 160 km de large, qu'il va falloir traverser pour pouvoir rejoindre Taïwan. Et inutile de vous dire que là, pour le coup, on les verra venir. L'effet de surprise sera égal à 0. Et ensuite, il faudra probablement beaucoup plus que les 3000 embarcations qu'avait nécessité le débarquement en Normandie il y a 80 ans. Oui. Et c'est pas du tout certain que ça se passe bien. Donc, je comprends pourquoi, et tout le monde comprend pourquoi, mais d'un strict point de vue militaire, les dirigeants chinois sont particulièrement circonspects. Même s'ils ont montré des drones maritimes autonomes dans leur défilé. Ils n'arrêtent pas d'envoyer parce que c'est de la dissuasion d'une certaine manière. En fait, c'est vrai qu'ils ont des moyens considérables. Il faut quand même se rappeler que la Chine n'a pas fait la guerre, alors véritablement depuis la guerre de Corée, et puis que la seule guerre qu'elle a lancée, qui a duré à peu près 1 mois, contre le Vietnam, elle l'a perdue. Donc, on voit le nombre d'hommes, on voit le matériel. Le turnover à travers les purges dans l'organigramme de l'armée aussi, où visiblement le savoir-faire militaire est questionnable. Est-ce qu'à l'inverse, Valérie Nickel, l'armée de Taïwan est mieux préparée, évidemment avec le soutien américain ? Alors, elle n'est pas du tout négligeable, les capacités de défense de Taïwan. Ils ont un taux d'entraînement, par exemple l'aviation, etc. Ils se dotent de nouveaux moyens, y compris des missiles. Mais évidemment, face à un rouleau compresseur chinois, si celui-ci pouvait arriver jusqu'à Taïwan et se poursuivre. Alors, le plus grand risque pour Taïwan, c'est tout de même une Chine qui parierait sur un non-engagement total des États-Unis, mais c'est un énorme pari qu'ils ne sont pas du tout certains de gagner, et une sorte de frappe de terreur, décapitation à coups de missile qui ferait que la population et le pouvoir politique à Taïwan considéreraient que finalement, très vite, il vaut mieux céder plutôt que d'être totalement détruit, et ce qui ne laisserait même pas le temps aux États-Unis éventuellement d'intervenir, tout ça sous la menace nucléaire chinoise, même si la dissuasion existe. Donc, c'est des scénarios qui sont possibles, mais qui sont quand même des paris absolument considérables. On dit tout le temps que la Chine maintenant peut couler un porte-avions américain. Je ne sais pas si je conseillerais aux Chinois d'essayer de couler un porte-avions américain avec tous les hommes qui sont à bord. Le résultat pourrait être du même type que Pearl Harbor, par exemple, avec une riposte américaine très puissante. Et aujourd'hui, la première puissance dans le monde, et de très loin, c'est vraiment encore les États-Unis. Merci beaucoup, merci à tous. Alors, je vous avais prévenu, Anthony, j'étais sûr que votre réflexion tout à l'heure allait faire réagir nos téléspectateurs. En l'occurrence, une téléspectatrice, Florence de Paris, c'est une petite blague. On se connaît suffisamment pour la honteux cet agisme d'Anthony Bélanger, qui n'est pourtant pas un jeune premier. Franchement, la prochaine fois, vous ferez attention. Elle a raison. C'est la fin de la phrase qui est la plus amusante. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler les titres de vos livres. Sylvie Berman, L'ours et le dragon. On est aux éditions Talendier et chez le même éditeur, Valérie Nickel, Indo-Pacifique, Nouveau Centre du Monde. Merci encore et à très bientôt. Merci Anthony. Je vous dis à demain parce que exceptionnellement, après cette semaine d'actualité politique et sociale particulièrement dense, on vous propose un Sens Public en direct à 18h. Demain, vous pourrez retrouver nos débats d'ici là sur publicsénat.fr, sur notre plateforme, ou nous écouter, nous découvrir en podcast. Je vous souhaite une belle soirée. Merci.